présente sur l'Internet des objets. En fait, il va y avoir 4 webinaires présentés dans le temps. Le premier consiste aujourd'hui à démystifier l'Internet des objets. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Régent Ouellette. Je travaille pour Matricis Informatique depuis les 11 dernières années. Mon rôle, j'ai rempli le rôle d'architecte principal et leader de pratique. J'ai plus de 25 ans d'expérience en technologie opérationnelle et technologie d'information, où en fait ma spécialisation est en modélisation de procédés industriels, spécialement offert dans le domaine de l'aluminium, et plus dans les dernières années en intégration de systèmes. Quand on parle de systèmes, ça peut être des systèmes tels que des historiens, tels que le système PI d'OSIsoft, ou des systèmes ERP tels que SAP, GDA, Great Plains, CRM Dynamics, puis j'en passe. Mon rôle actuel, l'un des rôles majeurs que j'ai aussi chez Matricis, c'est être responsable de la solution de maintenance prédictive qui est M4, qui sera d'ailleurs le volet du dernier webinaire qui sera présenté dans la série des webinaires que Matricis présente. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à parler de ce que c'est l'Internet des objets, qu'on appelle IDEO, IoT dans le jargon qu'on connaît en anglais. Maintenant, quand on parle de l'Internet des objets, on le retrouve dans différents secteurs. Dès l'intelligence, on peut penser au contrôle du trafic, on peut penser à une meilleure gestion de l'eau, gestion des déchets aussi, gestion de déneigement. On voit ça aussi à Montréal, on voit ce que les résidents peuvent voir quand leur rue va être déneigée. Vous avez aussi la notion des parcomètres, même à Montréal, où est-ce qu'on est capable, avec nos téléphones intelligents, de mettre de l'argent. Puis aussi, tout ce qui est nos fameux Bixi à Montréal pour l'utilisation de transport, disons, public, qui est très attrayant quand on considère qu'on peut, avec un téléphone intelligent, voir les bornes qui sont occupées ou libres pour prendre les bicyclettes. Quand on parle aussi d'édifices intelligents, on parle de pouvoir faire de l'efficacité énergétique. Ça, c'est selon, par exemple, le va-et-vient des individus. On peut, dans un cadre comme ceci, comme je mentionnais tout tantôt, M4 est une solution de maintenance prédictive, donc on pourrait adopter dans les édifices la maintenance prédictive pour essayer de prédire que tout bris potentiel qui pourrait survenir, réagir à l'avance pour réparer les bris en question qui pourraient survenir dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ce qui est un avantage assez important. On a aussi la domotique. La domotique, encore une fois, c'est l'efficacité énergétique qu'on pourrait avoir au niveau des maisons. On peut parler aussi des systèmes d'alarme, on peut même de déverrouillage des portes automatiques, et même être avisé en cas de dégâts d'eau dans nos maisons, puis avoir des notifications sur nos téléphones portables. Ça pourrait même être très attrayant au niveau des compagnies d'assurance. Si on parle de dispositifs portables, on n'a qu'à penser à ces fameuses montres bracelets que beaucoup de gens portent pour voir un peu l'évolution de leur performance athlétique. Donc, on prend ces informations-là, puis ça nous aide à savoir si on s'améliore ou si on se détériore. La deuxième chose aussi, c'est qu'au niveau de la vente au détail, c'est un autre domaine où est-ce qu'on veut possiblement optimiser la consommation des produits, puis on veut même améliorer l'expérience acheteur-vendeur. C'est quand même des volets qui sont de plus en plus courants dans le futur, que c'est déjà présentement utilisé, évidemment. Si on regarde du côté industrie, bien, on peut penser par exemple à l'agriculture intelligente, qui sera un cas qu'on va regarder dans le prochain webinaire, pour mieux gérer les récoltes, par exemple, des fruits et des légumes, des plantes au niveau de la pousse. On peut regarder au niveau de l'industrie manufacturière avec l'adaptation des RFID pour mieux gérer les inventaires qu'on peut retrouver dans le secteur de l'automobile. On veut aussi essayer de briser des silos qu'on le retrouve même au sein des entreprises, car les systèmes de production, les systèmes de gestion sont souvent déconnectés un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? C'est une vue holistique de toutes ces informations-là qui peut être pertinente à prendre des bonnes décisions. Donc, qu'est-ce que l'Internet des objets? En fait, l'Internet des objets, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis, je pourrais même dire, plusieurs décennies.
ce qui fait en sorte que dans le temps, il y a eu un effet de miniaturisation des circuits électroniques, il y a eu réduction considérable des coûts de production de ces circuits, puis on assiste à la démocratisation justement de ces circuits-là, puis à l'accessibilité des dispositifs intelligents qu'on peut se procurer un peu partout. Okay? C'est ce qu'on retrouve, on peut retrouver en bon marché, par exemple, des Raspberry Pi, des Arduino, et ainsi de suite. Quand on parle d'Internet des objets, il y a Internet Society qui définit l'Internet des objets, en fait, qui réfère à des scénarios où la connectivité des réseaux s'étend aux objets, dispositifs, appareils de tous les jours, en fait, qui sont habituellement pas considérés comme des ordinateurs, mais qui permettent à ces différents dispositifs de générer, d'échanger, de consommer des données, et pas avec une intervention humaine minimale. En fait, Cisco prédit qu'il y aura plus de 24 milliards de dispositifs connectés à l'Internet d'ici 2019. Puis il y a le même l'Institut McKinsey Global qui mentionne que l'impact financier du IoT sur l'économie globale ira entre 3,9 à 11 trillions de dollars d'ici 2025. Ce sont des sommes assez colossales. Donc, on peut penser que dans des contextes comme ça, l'Internet des objets vont être un facteur important. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Internet des objets? Évidemment, on retrouve les dispositifs. On retrouve la connectivité entre ces dispositifs. Donc, c'est important d'avoir les bons protocoles, d'avoir une certaine standardisation au niveau de ces protocoles-là. Bon, une fois qu'on a connecté nos dispositifs, qu'on a ces données-là, bien évidemment, on veut avoir une analyse de ces données-là. Puis après ça, une fois qu'on fait une analyse, bien, on veut avoir accès à ces données-là pour, par exemple, prendre des bonnes décisions. Ce qu'on peut, on peut regarder dans l'ensemble, c'est que l'Internet des objets n'est pas limité seulement à des dispositifs, mais tout ce qui est connecté, c'est des dispositifs en tant que tel. Donc, quand je mentionne toute l'analyse, l'accès à ces données. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre toutes ces notions-là. Dans le contexte de l'Internet des objets, il y a différents moyens de communication. On peut parler de dispositif à dispositif. Donc, dans un contexte comme ceci, on va avoir des téléphones intelligents qui se connectent à votre voiture, par exemple, en Bluetooth, pour pouvoir recevoir vos appels, des haut-parleurs sans fil. En fait, quand on parle de dispositif à dispositif, on peut penser d'une petite quantité de données qui est échangée, mais il y a quand même des standardisations de protocoles. On parle de Bluetooth, comme je viens de mentionner, on parle de Z-Wave, c'est beaucoup utilisé dans la domotique, puis Zigbee aussi qui est utilisé au niveau, par exemple, des interrupteurs d'éclairage sans fil, compteurs électriques, ainsi de suite. Puis cette technologie-là, en fait, c'est pour pouvoir avoir une communication à courte portée et à faible taux de transfert de données sans fil. Donc, ces technologies-là, c'est des standards qu'on revoit de plus en plus au niveau de l'industrie, mais les standards sont importants parce que on ne veut pas être attaché nécessairement à une compagnie ou une compagnie qui décide d'avoir son propre standard pour ne pas être rattaché nécessairement à ces protocoles de communication. Là, on peut se penser que si on était d'une voiture, puis c'était chacun son protocole, bien, les téléphones, il faudrait qu'ils supportent tous les différents types de protocoles. Donc, la nécessité d'avoir des standardisations au niveau de toute la connectivité est hyper importante. Si on parle de dispositifs infonuagiques ou communément appelés cloud, maintenant on peut penser à nos téléviseurs intelligents, okay, qu'on a, nos Smart TV, qu'on appelle, et même les consoles de jeux. On retrouve même les thermostats qu'on appelle Nest pour analyser la consommation énergétique des maisons. On peut même s'y procurer chez Renault Dépôt. Donc, c'est très accessible. On va avoir aussi la notion de dispositif à passerelle. Comment on peut le vulgariser rapidement, c'est qu'on va avoir des fameuses montres bracelets d'entraînement, que je parlais tout à l'heure, qui sont connectés à votre téléphone intelligent. Mais dans un contexte comme ça, bien, votre téléphone intelligent il sert de passerelle pour renvoyer les données justement à des fournisseurs de centres de données qui sont dans l'infonuagique tel qu'Azure de Microsoft. Donc, dans un contexte comme ça, c'est qu'on ne demande pas au dispositif d'avoir toute l'intelligence pour se connecter au cloud, mais avoir un minimum d'instrumentation qui permet de connecter avec des protocoles très,
très simple, comme je mentionnais tantôt, de dispositif à dispositif comme Bluetooth, mais que la passerelle avec beaucoup plus de puissance de calcul et de puissance informatique pour pouvoir se connecter aux centres de données qui sont dans l'info numérique. On peut penser dans un contexte comme ça, il peut y avoir transfert ou transformation de protocole ou de type de modèle de données entre les différents systèmes. On peut penser aussi que dans un contexte plus industriel, c'est qu'on peut avoir, par exemple, des anciens systèmes qu'on désire connecter à l'info numérique. Mais dans un contexte comme ça, bien, il va falloir connecter une passerelle qui, elle, va connecter avec l'ancien système, puis elle va être responsable de communiquer cette information-là aux données dans soit des centres de données qui sont propriétaires ou des centres de données qui sont situés dans le cloud, qui peuvent évidemment être propriétaires aussi. Une fois qu'on a ces informations-là, ces informations-là, par exemple, qui sont envoyées dans le cloud, bien, il y a toute la notion de ces données-là qui peuvent quand même devenir assez importantes. Puis ces données-là, ils peuvent servir à plusieurs effets. Fait qu'on peut penser que ces données-là, il va y avoir des modèles de partage de données qui est important de considérer pour pouvoir faire des analyses. Il y a beaucoup de fournisseurs de ce monde. On peut parler à Google, Amazon, Microsoft ou autres fournisseurs qui font déjà des analyses détaillées sur des données qu'ils reçoivent pour vous fournir, disons, l'information que vous désirez obtenir, mais pas en temps réel, mais presque. Donc, dans un contexte comme ça, c'est que cette information-là, elle peut provenir dans un contexte, par exemple, industriel, elle peut provenir de plusieurs équipements qui sont de même type, qui sont localisés dans différentes usines, puis répartis géographiquement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir prendre toutes ces données-là, la partager, puis après ça, faire les analyses en conséquence. Pour, par exemple, tantôt, les montres bracelets, on peut considérer que ces données-là d'entraînement, ils pourraient être mis avec d'autres ou partager avec d'autres pour pouvoir faire certaines analyses. On veut possiblement pas que ces données-là se ramassent aux compagnies d'assurance pour qu'ils puissent prendre action par rapport à certaines activités. Bref, c'est quand on regarde tout l'aspect d'Internet des objets, mais il y a quand même plusieurs volets à considérer au niveau des types de communication. Maintenant, quand on parle de partage de données, par exemple, il est évident qu'on va parler de la sécurité, entre autres. Donc, il faut avoir un bon haut niveau de confiance au niveau de la connectivité, au niveau des dispositifs. Il peut y avoir des cyberattaques. Il y a eu un cas en je pense en 2014, où est-ce qu'un réfrigérateur intelligent a envoyé des courriels en masse à 20 du monde qui a créé évidemment une problématique. Fait que, on peut retrouver que cette notion-là de sécurité, elle doit être prise en compte lorsqu'on on veut mettre en place une solution d'Internet des objets. On dépend aussi de plus en plus de ces dispositifs-là pour des services essentiels. On peut parler des pacemakers, entre autres. Il y a même Chrysler en 2015 qui avait rappelé 1,4 million de véhicules. En fait, il y avait un problème de vulnérabilité, puis les gens, des esprits malveillants, pouvaient, par exemple, pirater les véhicules à distance, ouvrir des portes ou autres trucs de ce genre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, évidemment, il faut trouver un juste milieu parce qu'on ne veut pas que les dispositifs aient tout le même niveau de sécurité, ça dépend du cas d'utilisation. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Un des volets qui est important, c'est la confidentialité. Donc, quand on parle de confidentialité, bien, qui a accès aux données? Si on pense aux données d'entraînement, comme je mentionnais tantôt, est-ce qu'on veut les compagnies d'assurance y accès? Au niveau des usines, qui a accès aux données en tant que telles, au niveau décisionnel, au niveau du plancher en soi, mais on veut quand même pouvoir circonscrire qui peut avoir accès à l'information. Ce qui va être important, c'est la standardisation, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, je veux pouvoir être en mesure de standardiser des protocoles pour pouvoir avoir plusieurs. Si je veux changer de fournisseur, ben, je ne dois pas avoir à changer tous les modes de communication que j'ai déjà mis en place. Donc, ce volet-là est important. Puis il y a aussi le volet de la façon que les données sont formatées, qui doit avoir une certaine standardisation qui doit être employée. Maintenant, si on parle de réglementation et loi, donc des dispositifs pourraient s'échanger de l'information, même sans que nous le sachions, ça à travers les frontières.
où les règles ne sont pas tous les mêmes. Fait que c'est certain que quand on met des solutions en place pour prendre en compte tous ces volets-là, puis prendre les architectures ou les décisions de la bonne façon. Donc, par exemple, on peut se retrouver dans une situation que j'ai mis un dispositif intelligent, fait que là, qui est responsable d'un code bris d'équipement? Donc, tout ce volet-là qui doit être pris en compte. On peut voir qu'Apple, tout dernièrement, avec la sortie des iPhone 6, ils ont enlevé une porte qu'on appelait une porte dérobée, backdoor, en fait, qui avant ça, ils donnaient accès aux forces de l'ordre et aux données des usagers, qui ont bloqué ça avec la sortie du iPhone 6. C'est une guerre qu'il y a eu entre les usagers et les forces de l'ordre, qui a été gagnée par les usagers, fort heureusement, une question de confidentialité. Maintenant, des cas pratiques. Donc, quand on regarde de tout le volet des cas pratiques au niveau des Internet des objets, on peut penser à un hôtel intelligent où est-ce qu'un gestionnaire de maintenance, par exemple, gère une chaîne hôtelière, puis il reçoit une alerte qu'une pièce est sur le point de briser. Automatiquement, il pourrait, par exemple, générer une requête de service qui, elle, pourrait être reçue par un ensemble de fournisseurs. Puis l'ensemble de fournisseurs, bien, il envoie des offres de service. Puis parmi les différentes offres qui ont été envoyées, bien, les achats, par exemple, pourraient sélectionner le fournisseur désiré selon le coût, puis générer un bon de commande, puis aviser que ce tel fournisseur a été sélectionné. Donc, on peut voir aussi que le temps de réaction peut être beaucoup plus court dans ce genre de situation-là. Maintenant, au niveau de la santé, puis on sait que de plus en plus, on est une population qui est vieillissante. Ça va être important d'avoir des bons outils pour éviter, par exemple, pour ne pas engorger davantage les hôpitaux qui le sont d'une façon assez importante. Fait que la notion de mettre en place des solutions d'Internet des objets est importante. Donc, on peut avoir dans un cas comme ici, une personne âgée qui habite seule, isolée, puis ma famille, elle craint pour sa sécurité. Donc, dans un contexte comme ça, on peut installer un ensemble de capteurs qui est installé pour la maison pour mesurer les habitudes, soit physiques, soit nocturnes, même médicales, avoir des capteurs qui sont connectés sur la personne âgée, qui, elle, ou ces dispositifs-là pouvoir émettre des alertes automatiquement, puis envoyer au centre de santé, mais aussi informer les familles en conséquence. Fait que dans un contexte comme ça, ça va être très important d'avoir ce genre d'outils-là. D'ailleurs, on peut penser que, selon une étude, que 40 millions d'adultes âgés de 65 ans et plus vivront une partie de leur vie seule à la maison, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Fait que c'est pas non négligeable. Si maintenant on prend l'Internet des objets, on prend l'Internet industriel des objets, bien, dans un contexte au niveau industriel, bien, c'est certain que pour pouvoir faire ce genre d'investissement, mais pour les entreprises, bien, il y a des facteurs clés de motivation pour adopter l'Internet industriel des objets. Donc, c'est l'habilité d'intégrer des données à partir, comme on mentionnait tantôt, de dispositifs connectés. Puis ça, évidemment, c'est afin d'augmenter la performance de celle-ci. En fait, suite à une étude qui a été effectuée par Advisory Group et Automation World, ce qui en est ressorti, c'est que la réduction des temps d'arrêt non planifiés, l'amélioration de l'utilisation des actifs, la réduction des coûts des équipements du cycle de vie, l'amélioration de la performance des procédés et également de la productivité individuelle. En fait, pour ne mener que ceux-ci, ça c'est des éléments clés pour investir dans les nouvelles technologies reliées à l'Internet industriel des objets. Enfin, on peut aller un peu plus loin et dire que l'intégration des composantes logicielles d'entreprise, en particulier le Big Data, le Cloud Computing, qui en fait offre une très grande puissance de calcul et une élasticité pour répondre aux demandes grandissantes de ressources informatiques, et aussi au niveau de l'analytique, pouvoir même avoir des modèles de prédiction. Donc, quand je mentionnais tantôt, plutôt au début, la solution de maintenance prédictive qui, évidemment, aborde ces trois composantes-là, l'intégration de ces composantes-là est une composante essentielle à la vision de l'Internet des objets. En fait, ce type d'intégration-là, il représente un changement de paradigme au niveau de la connectivité traditionnelle point à point entre les dispositifs industriels qu'on retrouve actuellement. Et cela, ça va aider à distinguer l'Internet des objets
comme des solutions par rapport à des solutions traditionnelles de surveillance à distance, comme la maintenance prédictive qu'on va montrer lors du webinaire 4. Donc, qu'est-ce que requiert l'Internet des objets? En fait, elle se fonde sur la technologie actuelle et émergente, dans le fond. On ne veut pas remplacer tout. Donc, l'installation de dispositifs intelligents pour, comme je mentionnais tout à l'heure, en fait, de générer, d'échanger entre ces dispositifs, de consommer des données, et cela avec une intervention humaine minimale, mais avec, évidemment, toute sécurité. Ça, c'est important avec la confidentialité. On va avoir aussi la notion d'avoir des outils puissants d'analyse pour gérer ce qu'on va la quantité énorme de données, qu'on appelle le big data, pouvoir mettre en place des modèles prédictifs pour prédire un bris potentiel avant d'avoir des temps d'arrêt non planifiés. On peut penser aussi avoir des outils d'aide à la décision, tableau de bord donnant accès aux indicateurs de performance, par exemple, au sein de l'entreprise, tels que les taux de rendement, le taux de rendement global, puis avoir des graphiques de tendance. Il y a déjà ça en industrie, mais une des choses, c'est que souvent, c'est dans des silos. Puis l'idée, c'est de briser ces silos-là. L'idée de briser ces silos-là, c'est de pouvoir mettre une architecture qui est fondée sur comme je mentionnais, sur des technologies actuelles et émergentes, puis être en fait évolutive, qui peut s'adapter facilement aux nouveaux besoins de l'entreprise, qui est en perpétuel changement, si on veut, pour répondre aux besoins du marché. Donc, on doit être en mesure de pouvoir évoluer, donc de ne pas avoir à remplacer tout ce que l'on a actuel, mais de faire cohabiter les deux, mais non de faire cohabiter les deux, mais aussi dans un contexte plus moderne, d'avoir non pas seulement à traiter des données structurées, mais des données non structurées, puis avoir la possibilité d'avoir une vue holistique des données de l'entreprise. Donc, briser les silos entre les systèmes pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Donc, on va avoir à utiliser des outils un peu plus modernes pour faire de l'analyse au niveau des données, pour être en mesure de prendre des décisions plus rapidement au moment opportun. Ça va être hyper important. Ce volet-là, lors du prochain webinaire, on va aller plus peut-être dans des cas plus en profondeur dans l'implantation de l'Internet des objets au niveau industriel. Donc, cas pratique, on va parler d'édifices intelligents. Donc, on a une femme d'affaires qui est chargée de réduire les coûts énergétiques de l'entreprise, puis dans leurs nouveaux locaux. Donc, il peut y avoir des capteurs sans fil qui sont installés afin d'optimiser justement cette énergie, l'énergie au niveau des locaux. Donc, on veut ajuster la température donc, de façon automatique afin de pouvoir réduire les coûts. Et ça en fonction du taux d'occupation et du mouvement du personnel, comme je mentionnais au niveau de la domotique. Donc, dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut minimiser justement tout l'apport énergétique qui est pris au niveau des bâtiments. Donc, on peut penser que, par exemple, aux États-Unis, c'est que l'énergie utilisée des bâtiments commerciaux et industriels, même aux États-Unis, représente 50% de nos émissions nationales, pour eux autres, les émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc, si on veut travailler de ce volet, c'est une bonne idée. On peut retrouver dans un contexte de l'industrie minière. Donc, dans un contexte de l'industrie minière, on peut penser le contexte où est-ce qu'on est dans le nord du Québec, en endroit hyper isolé, où est-ce que j'ai des gros camions qui ont des roues qui coûtent quand même assez cher, fait que je ne peux pas me payer le luxe d'avoir énormément de roues dans mon inventaire, donc je peux être en mesure de bien gérer la quantité que j'ai. Une des façons de faire, c'est d'avoir des capteurs qui sont installés sur l'usure, par exemple, pour monitorer ou surveiller l'usure des pneus, mais je rends disponible cette information-là à mes fournisseurs. De cette façon-là, eux autres, ils ont non seulement la vue sur l'usure de mes pneus, mais aussi sur mon inventaire. Fait qu'ils peuvent me notifier, me dire, hey, si tu prends action maintenant, tu vas pouvoir, tu n'arrêteras pas ta production, tu vas pouvoir remplir tes quotas selon tes commandes, puis être en mesure de continuer ta production telle que prévu. On peut se rendre compte que dans un cas typique comme ça, on peut avoir une réduction de coûts important juste à la notion d'optimiser notre inventaire au niveau des pneus. Donc,
on peut regarder tout ce qui est les bénéfices et avantages au niveau de l'Internet des objets, l'Internet industriel des objets. On peut penser à ce qu'on appelle en anglais le Total Cost of Ownership, donc avoir une réduction du Total Cost of Ownership traditionnel. On pourrait penser que si on veut, par exemple, installer un système de contrôle, on a toute une panoplie d'instruments pour connecter des équipements. On peut penser à mettre des PLC, à mettre des systèmes de SCADA, et ainsi de suite. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, dépendamment du type de données qu'on veut recueillir. Donc, dans un contexte comme ça, comme vous allez le voir dans le prochain webinaire, ce sujet-là va être abordé. Même la réduction des coûts initiaux. On peut penser que, justement, on n'a pas besoin d'acheter une panoplie de serveurs, par exemple, si on fait affaire avec le contexte de l'info nuagique. Donc, les investissements initiaux, on n'a pas à se préoccuper de toute l'infrastructure informatique pour pouvoir soutenir notre solution. On va avoir des échéanciers raccourcis. Donc, faire un projet, on va avoir des temps beaucoup plus courts. Un des volets, comme en parlant justement de l'info nuagique, mais il y a toute la notion de l'élasticité. Au début, mes besoins sont petits, mais ça va accroître dans le temps. Donc, je vais être en mesure de pouvoir profiter de cette élasticité sans avoir justement à gonfler toute mon infrastructure informatique puis à le gérer. Un des volets importants, bénéfice de l'Internet industriel des objets, comme je mentionnais plus tôt, c'est justement d'avoir une vue holistique des données de l'entreprise. Ça, c'est hyper important, c'est de briser des silos, puis de pouvoir récupérer l'information, qu'elle soit structurée ou non structurée, puis d'avoir une consolidation qui fait du sens, qui me permet de prendre les bonnes décisions au moment opportun. Donc, ceci termine le volet de démystifier l'Internet des objets, couvrant une partie de l'Internet industriel des objets. Donc, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à le faire immédiatement. Pour les questions, vous pouvez poser vos questions à partir du menu chat que vous avez dans l'application webinaire que vous avez ouvert pour assister à la présentation. Fait que s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, vous pouvez nous communiquer vos questions par courriel ou nous appeler. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Une des choses qui est importante, c'est que Metasys offre des workshops de demi-journée. En fait, c'est pour évaluer le potentiel d'implantation d'une solution Internet des objets au sein de votre entreprise. Après ça, on va pouvoir confirmer ou infirmer ce rendement potentiel. Vous pouvez communiquer avec André Larose pour avoir plus d'informations sur ces workshops-là. Vous avez son nom ou son numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le champ d'expertise de Metasys, qui couvre en fait l'ensemble des volets, des différentes expertises pour mettre en place une solution d'Internet des objets, même au niveau industriel. Comme j'ai mentionné tantôt, on parlait d'outils de visualisation, de connectivité, surveillance. On va parler plus tard dans le webinaire 4 pour la maintenance prédictive. Donc, tous ces volets-là, pour nous autres, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est capable de donner une solution solide qui répond aux besoins des clients. Dans le prochain webinaire, il va y avoir un survol de ce webinaire-ci, donc démystifier l'Internet des objets. On va avoir une architecture typique, les défis, les bénéfices, et aussi la revue des cas, une revue de cas d'utilisation en agriculture. Le prochain webinaire aura lieu le 10 mai prochain, OK?
Puis, de toute façon, l'invitation vous sera envoyée telle que vous avez reçu cette dernière. Ça fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à si grand nombre à ce webinaire-là. Puis, je vous invite à poser vos questions n'importe quand. Merci, puis à la prochaine, au prochain webinaire.